Bienvenue sur Life Stories, le podcast de ceux qui font l'événement. Si vous êtes passionné d'événementiel ou simplement curieux de savoir comment organiser un événement réussi, alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Agathe Samut, la fondatrice de Comity, et dans chaque épisode, je reçois des personnalités du monde de l'événementiel. Ensemble, nous décryptons les tendances, partageons des bonnes pratiques et des conseils d'experts. Avec Life Stories, vous allez découvrir des histoires inspirantes, des idées novatrices et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors pour ce premier épisode de Life Stories, j'ai cherché un invité qui puisse représenter le propos de ce podcast. Alors mon envie, c'est de vous faire découvrir des personnalités, des parcours qui font toute la diversité de l'événementiel, mais aussi de décrypter un peu des tendances, de partager des bonnes pratiques pour vous aider, vous, les organisateurs d'événements. Et je crois que j'ai trouvé le bon client pour ça, puisque j'accueille aujourd'hui Vincent Bruno, qui est le cofondateur de SparkUp. Bonjour Vincent. Bonjour Agathe. Alors Vincent, puisque tu es cofondateur d'une start-up, je vais te demander de te faire un peu le pitch élévateur de SparkUp. Qu'est-ce que c'est? Alors, Pitch Elevator, on va le faire très rapidement. Donc SparkUp, c'est une plateforme qui permet de créer des événements virtuels, présentiels et hybrides particulièrement, Ouais. qui sont engageants et interactifs. On est spécialisé dans tout ce qui est interactivité et vidéo. C'est une plateforme qui combine en fait la vidéo et l'interactivité pour capter et maintenir l'attention du public. On va en parler tout à l'heure. Interagir avec les participants en temps réel. On fait du temps réel. On aime le temps réel. Et aussi, tu vois, ça va te paraître un peu futuriste, c'est les téléporter sur l'événement pour leur faire vivre un peu l'événement comme s'ils étaient aux premières loges finalement. Comme s'ils avaient cette sensation d'être, t'es à distance, mais tu as cette sensation d'être présent. Voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aider les organisateurs d'événements à créer des expériences un peu mémorables pour leurs acteurs, leurs participants. Bah, je suis d'accord, le côté expérience, c'est vraiment ça qui est important. Là, on a de la reprise actuellement du présentiel et c'est chouette, mais ce côté distanciel, il doit être aussi pris en compte. Je crois qu'aujourd'hui, vous faites aussi pas mal d'hybrides, ça fait partie des choses que vous pouvez proposer. Et l'idée, c'est de se projeter comme ça quand on crée son événement sur qu'est-ce que va vivre le participant quand il est chez lui, tout seul derrière son écran, ou alors quand il est dans la salle. Et je crois que justement, tu as pas mal de tips que tu vas nous partager pour favoriser cet engagement sur les événements. Donc voilà, on va en parler juste après. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que on a travaillé ensemble par le passé dans nos vies d'avant. Moi, avant, j'étais directrice de production. Et toi, à cette époque-là, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, quand on s'est rencontrés, j'étais magicien, illusionniste, mentaliste, on va dire ça comme ça. Et tout particulièrement, de mémoire, on s'est rencontrés sur un événement en 2008 C'est vrai. pour un lancement automobile où j'utilisais la magie comme un outil de communication pour aider les marques donc, à communiquer sur des messages clés spécifiques à travers la magie. Alors la magie, c'est intéressant puisque ça permet de créer un petit peu des climax émotionnels. Tu vas pouvoir ancrer des messages, tu vas pouvoir, si tu veux, valoriser des messages d'une manière un peu plus visuelle et un peu Mhm. plus émotionnelle. Donc voilà, j'étais magicien, on était sur une tournée, d'ailleurs une tournée automobile, où d'ailleurs l'objectif c'était d'aider un petit peu sur la prévente de ces vendeurs, aider ces vendeurs un peu à comprendre, à faire passer les messages un peu différemment, en concession. On était déjà effectivement sur ce côté expérience, émotion, message un peu décalé pour ancrer de l'information et les messages de la marque. Donc effectivement, on a commencé à travailler comme ça ensemble. Mais du coup, alors, tu es performeur magicien, tu interviens sur des événements en tant que prestataire. Comment te vient cette idée justement de développer une plateforme événementielle? J'ai l'impression que c'était il y a 20 ans, mais non, c'était en 2010. Le premier iPad sort, 2011 iPad 2 et là 2 projets s'offrent à nous. Déjà, on se dit: «Génial, un iPad, on va pouvoir développer des applications de magie sur tablette» et donc là, on est une dizaine de magiciens sur Roland-Garros à faire apparaître des balles de tennis, des tablettes, donc ça, c'est plutôt cool. Ça marche plutôt bien. En parallèle de ça, on crée une technologie qui s'appelle Sync Video. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, on peut synchroniser des iPads entre eux en Wi-Fi. Donc on va quand même remettre un peu dans le contexte. On est en 2011-2012, il y a pas de 4G, il y a pas de 5G. La 3G, elle est relativement, inexistante et donc il faut mettre du réseau local, sur tous les événements puisqu'il y a pas de moyen de connectivité et le Oui. Bluetooth est encore dans ses débuts. On crée cette technologie qui synchronise les tablettes et là, on commence à faire des choix un peu plus gros avec 15, 5, 10, 15, 20 tablettes et on signe un contrat avec Michelin sur le salon de l'automobile. On D'accord. crée un arbre d'iPad un peu magique avec deux performeurs qui déplacent les iPads, si tu veux, pour raconter une histoire. Donc on voit des objets qui passent d'un iPad à l'autre, qui sortent de l'écran, qui rentrent dans l'écran. Mhm. Donc gros carton, gros succès. Et de là, on se retrouve à avoir énormément de demandes en 2011, toute l'année début 2011, sur de la demande en magie iPad. Dans la même année,
On a notre client historique Renault, pour qui on faisait de la magie, D'accord. avec qui on s'était Tout à rencontrés en fait. 2008, donc 2 ans après, qui me dit: «Ah super, la magie de communication, on va faire une grosse formation, on va faire le lancement de la Renault électrique ZE, très gros lancement, on a 8 000 commerciaux qui vont venir en Espagne et on aimerait quelque chose pour dynamiser un peu on va dire les formations, les workshops de formation, mais on aimerait quelque chose qui soit pas de la magie forcément, mais quelque chose Mmh. d'interactif». Et là, je leur propose de faire de l'interactivité sur les tablettes. Alors pourquoi? Parce que déjà en tant que magicien, je me suis rendu compte que les formats globalement étaient souvent très descendants. L'attention finalement elle est mise à l'épreuve. Le public se sent souvent un peu exclu. Tu es sur une Ouais. plénière, une formation, c'est très descendant, tu écoutes ce qui se passe. Et les gens assistent aux présentations, mais il y a peu de feedback, peu de remontée de Mmh. feedback. Et on sort un petit peu finalement de ce genre de formation, de convention, de séminaire, un peu moins, pas forcément inspiré. Est-ce que j'ai vraiment participé? On reçoit un message, c'est du très descendant Ouais. et derrière, on se dit: «OK, mais maintenant j'en fais quoi?» Et puis, au niveau de la rétention d'informations, de ce que j'ai retenu du coup de ce qui s'est passé, c'est un peu limité, quoi. Voilà, et moi, mon boulot, c'était d'intervenir en plénière ou en workshop en tant que magicien. Sur les Mmh. plénières, parfois, je faisais des pastiches, j'intervenais 4 minutes pour justement redynamiser, créer une parenthèse, une respiration, en créer un nouveau message. Et là, je me dis, bah, tiens, c'est marrant, mais en fait, on me manque quand même d'un outil pour faire participer tout le monde. Et c'est là où bah, je me dis, enfin, la magie, ça crée une nouvelle réalité, hein. Enfin, en fait, en sciences cognitives, comment ça marche, la magie, simplement, hein, c'est que tout simplement, tu vas voir un tour de magie, ça va créer une instabilité dans ton cerveau, tu vas pas comprendre ce qui se passe, tu Oui. vas chercher à raccrocher toutes les connaissances que tu as pour comprendre ce qu'il est fait, tu ne comprends pas et c'est là où ça génère une émotion. Voilà. Souvent, de la joie, de l'intérêt, de la surprise, c'est un peu les 3 émotions qui On sont. reste bloqué. Non, mais comment Ouais, ça qui sont marche? exactement. On appelle ça même le terme exact en sciences cognitives, ça s'appelle ça de la réduction d'ambiguïté. D'accord. C'est le terme technique. Voilà, c'est une réduction d'ambiguïté, c'est une sorte d'inconfort, quoi. Et donc, comme tu subis cet effet-là, ça crée une réalité et finalement, ça génère une émotion positive. Mmh. Donc moi, finalement, je suis magicien à l'époque. On me demande comment engager des participants sur un événement automobile. Je pense comme un magicien. Je me dis, bah ouais, on peut mettre. Vous avez combien de personnes? 300 par jour dans des workshops. Combien pendant 2 mois? 7 000 personnes. Je lui dis, ok, parfait. On va vous mettre. Je vous propose d'avoir un iPad avec euh, des possibilités d'interagir avec le formateur. À D'accord. ce moment-là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire, comment je vais le faire, de quelle manière je vais le faire. Je me dis juste, c'est cool, c'est comme un tour de C'est magie. la bonne J'ai idée réussi à et il y faire a un des, besoin, j'ai donc il y fait a un des tours de truc. magie sur iPad où je sais faire apparaître des choses dans une tablette. Bon, bah là, on va juste le faire différemment. Voilà mon idée. Et c'est là où il y a une première transition qui s'opère, c'est que entre la magie et la tech, si tu veux, c'est que là, c'est plus la même chose puisque c'est plus seulement moi qui vais performer, ou moi ou d'autres performeurs, Mmh. enfin une équipe de magiciens qui va performer, qui va vraiment mettre en avant, si tu veux, un produit ou une idée à travers une tablette. Mais c'est des participants lambda qui vont venir sur un événement. Alors, on a une tablette. Alors déjà, on est fin 2011. Tu donnais une tablette aux participants qui venaient de sortir quelques mois avant. Déjà, L'objet en l'objet était lui-même. magique en lui-même. Et l'objet était magique en lui-même. Et en même temps, on leur demandait de participer, d'interagir et leur expliquer qu'il y aura de l'interactivité, qu'on allait mesurer les datas, tout ça. Donc ça, c'était déjà le premier, on va dire, le première bascule entre comment je suis passé de artiste un peu à entrepreneur. Mmh. Je parlais pas encore de plateforme événementielle, hein, Oui. c'était un POC à l'époque. D'ailleurs, pour l'info, je présente cette OP en juillet, le lancement est en novembre, il me valide en juillet, le client. Et j'ai eu 3 mois et demi pour monter, si tu veux, Monter l'outil, tout l'outil. Là, développer. impossible Donc l'iPad 2 est sorti en 2011. 2011, c'est l'année où Steve Jobs aussi nous a quittés. Mmh. Enfin, quitté Apple, quitté ce monde. Et là, je me rends compte que j'ai 3 mois pour acheter. J'appelle Apple Store, ils me disent, mais on peut pas vous livrer 300 iPads comme ça. J'avais pas d'iPad, bien sûr. Et je cherche à contacter des développeurs iOS, impossible. C'était tous super. Il y avait peu de développeurs iOS à Et l'époque. oui, Donc là, je suis il y a obligé d'aller pas forcément de rappeler demande, mes donc collègues avec qui j'ai fait mes études 4 ans par avant en DUT, dont un qui travaille en Chine. Et je fais développer dans un dev shop tenu par des Français à Shanghai ma première application, quoi, d'accord. qui ressemble plus à une application, à un proof of concept, si tu veux, un POC, Mmh. que en soit une plateforme. Et donc ça, c'est notre toute première OP en novembre 2011. Bah, c'est ça, c'est l'événementiel. On délivre. On se Voilà, débrouille exactement. comme il faut, mais il faut Alors, délivrer, quoi. moi, j'ai perdu des kilos, mais moins que mon associé, qui est toujours de l'époque, qui est toujours là aujourd'hui, Johan Mazara, qui lui a perdu 10 kilos, puisque lui, il a géré toute la partie projet. Et moi, j'étais plus dans les idées, en conception à faire. Et On lui, il a l'embrasse. géré le quotidien. Et c'est vrai que je dois le dire, je l'ai retrouvé quand même après les 2 mois d'OP, il avait littéralement perdu 10 kilos, puisqu'il a fallu installer toute une infrastructure locale en Espagne, avec des bornes Wi-Fi.
Donc voilà, Et c'est parce un que toi, tu es peu... le créatif, mais Ouais, exactement. derrière, Il pour fallait développer produire. du digital, Exactement. il faut de l'ingénieur, Exactement. il faut des Exactement. techs derrière pour que ça marche. Parce que c'est pas le tout d'avoir des belles idées. Exactement. Il faut que ça, concrètement, ça marche. Alors ça s'est plutôt bien développé pour le coup. Ouais. Et puis arrive le Covid. Ouais, alors entre-temps, ouais, on a eu quand même Ça a bien poussé. quelques années, on a bien bougé. Quelques mois après, on se retrouve chez Airbus, enfin, il y a beaucoup d'OP. Et effectivement, quelques années après, arrive le Covid. Mm. Et là, finalement, si tu veux, on n'a plus du tout de, nous, notre boulot, c'est d'engager les participants en présentiel. Donc, on avait développé énormément de features pour engager vraiment. Donc, notre focus, c'était l'engagement. On n'est pas une plateforme d'organisation d'événements. On est Oui. spécialisé dans la partie interactivité et engagement. Et on se retrouve avec une plateforme, finalement, qui ne fonctionne plus, puisqu'il n'y a plus d'événements. On est en 2020. Donc, là, on se pose la question de comment on fait pour innover et pour rester finalement dans la vision d'engagement et pas de se disperser sur des choses qu'on ne sait pas faire. La chance qu'on a, c'est que notre directeur technique, dans sa thèse, il avait fait une thèse sur de la vidéo. Donc, coup de chance, alors qu'on ne faisait pas du tout de vidéo. Tu vois, on ne savait même pas. Il me dit, non, mais attendez, moi j'ai quand même des connaissances en vidéo. Je vous propose que. Donc, on se met autour de la table, on réfléchit. Et l'idée qu'on a. Alors, ça vient d'une inspiration. En fait, moi, j'assiste à. J'entends parler de Anthony Robbins. Anthony Robbins, tu sais, qui est un coach aux États-Unis qui fait Ouais. des grosses sessions de coaching à 10, 15, 20 000 personnes. Moi, j'avais assisté à son coaching à l'époque. À l'américaine. En présentiel, où tu marches sur les cendres, sur du feu à la fin et tout, à l'américaine. Et j'avais fait ça à Chicago. Et je lui ai dit, tiens, ce mec-là va vous faire un truc en virtuel. Je lui ai dit, waouh, le mec, il fait ça en virtuel. Il a 30 000, 50 000 personnes en présentiel. Comment il fait? Donc, je me connecte. Donc, je m'inscris à son webinar. Et là, je vois qu'il a réuni une cinquantaine d'ordinateurs avec des sessions Zoom limitées à 49 participants. C'est et ça. là, 50 opérateurs. C'est vrai que ça a commencé comme ça au début Covid. 50 opérateurs sur Zoom et je me dis, ah ok. Et il fait son show. Alors lui, c'est un super performant. Et là, je vois un public virtuel avec plus de 15 000 personnes, 20 000 connectés, dans un énorme studio aux États-Unis. Je me dis, waouh. Je me dis, et lui, c'est un super performeur. Donc il a le chat, il interagit. Bon, il est très très fort. Et je me dis, ok, c'est super. Ça va dans la veine, dans la vision de ce qu'on a, nous, de créer de l'engagement avec de la vidéo. Les gens se voient, les gens peuvent participer. Ouais, c'est le côté immersif qui était aussi déjà intéressant de se dire, ok, ils sont là, on les voit, quoi. C'est pas juste on descend un message et. Ouais, exactement. Et puis surtout, voilà, j'étais pas dans un truc descendant. Tu regardes YouTube, tu es en train de faire la cuisine et tu n'écoutes pas forcément le contenu. C'est ça. Donc là, je vais voir mon CTO, je lui dis, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, c'est génial. Et je là, veux faire ça. Et là, j'ai un client qui nous appelle et qui me dit, voilà. Alors c'est drôle, on est en plein Covid et j'ai un client qui m'appelle pour me dire, bon, bah, on peut pas utiliser votre solution en présentiel, mais toi, je sais que tu es magicien, est-ce que tu peux bien faire de la magie en virtuel? Et je lui dis, j'ai mieux que ça. Je te propose donc on est en Suisse pour 3000 clients et dans 20 pays, une boîte, ils voulaient faire leur arbre de Noël, tu vois, en virtuel. Donc, ils mettaient le budget. Et là, on se retrouve, je dis, OK, je suis OK pour faire 40 minutes de magie en virtuel. Et donc, c'est la magie qui m'aide à innover là-dessus. Mais en revanche, je te propose de faire un public virtuel. On fait un streaming, on prend un énorme studio et je leur propose le même concept, mais avec de la magie et avec notre technologie. On développe une technologie, on se dit, bon, on va pas mettre 50 ordinateurs sur Zoom, il faut qu'on arrive à craquer. Là, il y a une technologie qui s'appelle le WebRTC qui arrive à ce moment-là. Et on développe notre propre plateforme, si tu veux, de streaming en faible latence, permettant de générer, alors c'était la première version, on était fin 2020, on est en décembre 2020 et on fait 17 décembre 2020, on fait notre premier OP en Suisse, où je fais 45 minutes de magie interactive. Et je reprends la même idée qu'Anthony Robbins, c'est-à-dire qu'il avait envoyé des petites boîtes aux gens. Et moi, avec du matériel pour suivre sa conférence, moi, j'ai mis des accessoires de magie pour pouvoir faire interagir les gens à distance. D'accord, qu'ils puissent faire de la magie chez eux, derrière leur écran. C'est un premier POC énorme, puisqu'on a notre player, les gens activent leur caméra, ils se voient en temps réel sur le live. Là, je les fais participer et on peut vraiment faire une activité, ça se passe extrêmement bien. Et suite à ça, on lance donc Spark Up Now, qui est un peu à l'époque, ça a changé de nom depuis, mais c'est un peu notre offre. Comment générer, si tu veux, notre première plateforme de visioconférence. Très grand format, en 4K, donc pas limité à une qualité Zoom, et pas limité en termes de participants non plus, sans latence, où tu peux faire aussi de l'interactivité. Donc c'est un peu des concepts nouveaux. C'est-à-dire qu'on est dans un événementiel, on est très premium, on crée un public virtuel, c'est la visioconférence très grand format, en très bonne qualité, tu fais de l'interaction. Donc ça demande certains moyens. Et là, on lance cette offre-là début 2021. Et là, explosion de demande sur l'année 2021 pour ça. Donc on est finalement... Et ce qui est assez étrange, c'est qu'on lance un produit qui serait parfait pour l'hybride, mais on n'est pas dans des notions d'hybride en 2021. Pas encore, ouais. On est encore dans le cœur du virtuel.
Donc, nous, on utilise ça pour générer du public virtuel sur un événement virtuel. Mmh. Ou du moins des clients qui font un événement virtuel dans un studio et qui veulent recréer un public virtuel. Mais je trouve qu'effectivement, en hybride, ça fonctionne très bien parce que ça permet à ceux qui sont physiquement dans l'espace de voir qu'il y a d'autres gens qui sont connectés. Parce qu'on a souvent cette difficulté, aussi bien pour les speakers aussi qui sont sur scène, de se dire quand tu as un public à distance, c'est facile, tu regardes la caméra et tu sais que tu lui parles à lui. Mais quand tu as aussi un public en physique, tu as un peu tendance à oublier ou l'un ou l'autre. Et donc, je trouve que votre solution, elle permet vraiment de faire vivre aux deux une expérience cohérente et ils peuvent communiquer en fait grâce à ça aussi entre eux, quoi. Et nous, tu vois, l'expérience de ça, elle est arrivée qu'un peu plus tard, puisqu'on avait donc ça, c'était un peu la phase virtuelle. Et ensuite, Mmh. on a eu ce côté présentiel hybride. C'est-à-dire, j'ai un public en présentiel. Donc, je vois, à Pernod Ricard, par exemple, on avait 20 000 personnes. C'est que l'agence auditoire. Tu avais 15 000 personnes en virtuel et 4 000 en présentiel. Mmh. C'était quand même un événement assez gros, les enviés, et avec du public virtuel. Et si tu veux, là, tu as vraiment cette gestion. Tu parles de speaker. C'est extrêmement important parce que le speaker en soi, il n'est plus là à être face à un flux, mais il va falloir qu'il soit capable de pouvoir interagir avec son public derrière lui. Donc, Oui. tu as une posture qui change. Tu vois, tu Mmh. deviens un peu, c'est plus du 180, 360 degrés. D'ailleurs, plusieurs fois, on était avec des présentateurs qui avaient du mal à se retourner, à parler à leur public, à interagir. Ils étaient très, finalement, comme à la télévision, en train de regarder la Oui. caméra. Donc, ces changements de posture. Il faut aussi penser à animer, si tu veux, quand tu as t'as deux publics. Donc, quand tu es speaker, tu as un public en ligne, un public en présentiel. Tu dois Mmh. animer un chat en virtuel et tu en as en présentiel. Donc, l'hybride, finalement, en termes pour capter l'attention des gens, si tu veux, elle se joue quand même sur deux axes différents. Et donc, c'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure plateforme au monde, les meilleurs outils d'interactivité, le meilleur public virtuel, la meilleure techno, le meilleur studio. Mmh. Si tu n'as pas un bon speaker, que le contenu n'est pas pensé pour interagir, que si tu veux, il n'y a pas une intention forte de créer de l'engagement avec tes deux audiences, il ne se passera pas grand-chose. Ou en tout cas, ça ne sera pas optimal. Et même nous, sur nos propres événements internes, on s'est rendu compte que finalement, on peut envoyer de l'interactivité à fond. Si tu veux, si tu n'as pas un contenu qui est vraiment lié à ce qui se passe, ou que Oui. tu n'es pas Qui est vraiment. très Et écrit, surtout quand tu es très sur des panels, tu es très dans ton panel, tu poses tes questions à tes speakers, donc tu n'es pas forcément dans de l'interactivité. mmh, Donc il y a un vrai travail de préparation. tout à fait. Ouais, je suis d'accord Surtout avec quand toi, tu as deux publics, un présentiel et un virtuel. la techno, c'est hyper important, ça va venir servir le propos, mais c'est toujours le contenu et la manière dont ça va être dynamisé, que ça va aller chercher aussi un peu l'engagement et la techno va soutenir en fait, plutôt ça, quoi. Voilà, et nous, le but, c'est quand même de faire un petit peu. Enfin, on a toujours eu un peu cette vision de faire passer un spectateur un peu qui est passif à quelque Mmh. chose d'un peu plus acteur, où il a envie de contribuer, il a envie de partager, il a envie de donner un petit peu plus ses idées Ouais, et qu'il se sente impliqué. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est pas parce que tu demandais toutes les 5 minutes à quelqu'un de voter, d'interagir que tu l'engageais en fait. Enfin, l'engagement, c'est pas ça. c'est pas juste ça, Et ouais. c'est Mmh. difficile parce qu'on a l'impression que tu peux envoyer, surtout que nous aujourd'hui, toute notre interactivité, on l'a intégrée en overlay dans la vidéo, puisque c'était un Encore sujet aussi surimpression. sur impression, voilà. Puisque si tu veux, le sujet c'était, ok, finalement, est-ce que je vais aller chercher l'endroit où il faut que j'interagisse dans une plateforme, quelle Mmh. qu'elle soit, alors qu'en fait, je suis en train de regarder un live avec le CEO de ma boîte. Et à partir du moment où je me vois dans la vidéo, je vois les participants, je peux partager les émotions sur ce vidéo wall, les feedbacks non verbaux, si tu veux, Oui, à tout moment. Alors que quand tu vas au théâtre, tu n'applaudis pas quand tu veux, tu applaudis là quand les gens applaudissent. Enfin, tu peux applaudir quand tu veux, mais les gens risquent de te regarder, tu il vois. y a 2-3 codes, à Voilà, respecter quand à même. respecter. Mais là, en fait, on a laissé un peu cette possibilité aux gens de s'exprimer un peu Mmh. quand ils le souhaitent avec le chat. Donc, il faut aussi modérer ça, c'est pas simple. On a déjà vu, si tu veux, des gens qui s'entendent pas dans une boîte et t'en as plein qui envoient des émotions, des applaudissements et l'autre des points d'interrogation, juste pour aller contrer, si tu veux, les feedbacks. C'est combat de feedback Ça reste des emojis positifs, hein. Il y a ça pas reste des encore emojis positifs. Non, on le l'a pouce pas. descendu, tout va Non, bien. non, non, ça va, On on ne l'a pas mis panique encore. pas. Mais en tout cas, voilà, cette possibilité de pouvoir téléporter le spectateur au premier rang, qui est à distance, et Mmh. lui donner cette sensation de faire partie de l'événement. Et puis bientôt, on est en train de parler pas mal de son spatial. Oui. On a pas mal de techno avec Dolby.io qui sont en train d'arriver. On se dit, potentiellement, bientôt, je peux être sur scène ou pas forcément sur scène, et je vais avoir cette possibilité de vraiment entendre le son de manière Mmh. 3D et 4D. Et même avec, aujourd'hui, il y a des technos avec des webcams un peu immersives à Ouais. 360 où tu peux choisir, ton point de vue. Enfin, il y a plein de Mm. choses pour aller, encore plus loin. Du coup, comme, moi j'aime bien, que nos auditeurs puissent, avoir des conseils pratiques, est-ce que tu pourrais nous partager, allez, 3 bonnes pratiques, 3 conseils pour justement aller un peu plus loin dans l'engagement de son audience? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir des bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre? Alors, l'engagement, c'est un sujet, c'est un terme qui est assez
je dirais générique. Enfin, tu vois, Oui. pourquoi on est engagé? Est-ce qu'on est engagé? Est-ce que votre plateforme, on est vraiment engagé? Enfin, pourquoi on est engagé? Donc, on va dire que l'engagement, ça se manifeste de 3 façons. Tu as Mmh. déjà tout un aspect un peu cognitif, hein, le fait d'être concentré sur ce qui se passe, capter l'attention. Il y a un aspect comportemental, le fait de se mettre en mouvement, de participer, de s'impliquer. Et il y a un aspect émotionnel, le fait d'éprouver une Oui. émotion, des sentiments sur ce qui se passe. Et si tu arrives à te dire, bon, bah, ok, j'ai réussi à capter l'attention, j'ai réussi à mettre en mouvement, et souvent ça passe par la surprise, savoir créer la surprise, c'est compliqué. Oui. Mais savoir créer la surprise, c'est-à-dire capter l'attention. Il y a toute cette partie émotionnelle, le fait de générer une émotion. Alors, cognitive, comment je vais aider les gens à se concentrer sur ce qui se passe, créer des moments de rupture pendant un événement, éviter un tunnel de contenu ultra descendant. C'est là où la Mmh. surprise intervient, si tu veux, puisque quand tu vas prendre un magicien qui a une grosse convention avec le contenu extrêmement descendant, bah là, tu vas justement créer la surprise et tu vas Oui. capter l'attention des gens. Mais c'est compliqué de capter. Il faudrait créer de la rupture toutes les 5 à 7 minutes, Oui. si tu veux, pour pouvoir, si tu veux, Mmh. capter l'attention des gens, parce qu'en moyenne, on perd l'attention des gens au bout de 7 à 8 minutes sur un événement, et ça revient au bout de 30 à 40 minutes. Ouais. Et tout dépend, si tu veux, du contenu. C'est-à-dire que si je viens pour une formation, si je viens écouter, par exemple, si je m'inscris à la formation d'Agathe, Exactement. de Cometti, et que Sur les événements virtuels et hybrides. je suis super motivé de venir, je vais venir apprendre mon contenu, je vais pas perdre ma attention au bout de 10 minutes parce que le contenu est extrêmement important. Mais quand tu écoutes le CEO de ta boîte, si tu veux, ou même un manager qui parle, et que tu es Mmh. dans une convention qui a 500 personnes, et que tu sais que tu as ton téléphone de côté, bah, il faut comment tu captes l'attention. Quand tu regardes un film sur Netflix, tu peux à un moment mettre sur pause, regarder ton téléphone portable. Et c'est un Mmh. peu ce qui se passe, si tu veux. Donc, on perd très vite l'attention des gens. Et donc, l'idée, c'est comment tu vas pouvoir recréer de la rupture toutes les 7 à 8 minutes. Et là, c'est là où l'interactivité et l'engagement et les outils comme Mmh. SparkUp ou d'autres peuvent intervenir. Bah, tu t'en parles de la formation, donc je vais rebondir Ouais, là-dessus, parce qu'effectivement, bah, une formation, c'est long, et on utilise la solution SparkUp, et on fait effectivement, à l'intérieur des sessions de formation, des moments un peu de décrochage comme ça. On utilise votre jeu de course, donc ouais, qui est intéressant, où on pose la des race, ouais. questions et il y a une course à un peu de vitesse pour répondre. Et tout de suite, on a une perception des apprenants qui sont d'un coup plongés dans quelque chose de vachement plus ludique, et qui, dès qu'on a fini cette activité-là, bah, on les sent un peu plus disponibles pour se reconcentrer. Et on note vraiment une rupture dans leur manière de fonctionner quand on a mis un peu cette pause-là, qui était ludique, mais en même temps ludique, où on pose des questions sur le contenu, donc qui reste intéressante. En fait, pourquoi? Parce que tu les impliques instantanément. Là, on a fait une analyse des 3 dernières années de toutes nos features, Mm. donc de tous nos modules d'interactivité. Et ensuite, on s'est rendu compte, par exemple, quand tu fais un nuage de mots, que tu fais une race, une course de petits chevaux, tu vois, c'est un peu ça, tu te rends compte qu'en fait, tu impliques les gens directement. Mettre un mot sur ce que tu penses, c'est quelque chose qui t'active. Alors que, par exemple, si tu veux, tu as les activités, un brainstorming, c'est pas pareil. Parce que c'est tes idées à toi, ou même un vote. C'est moins engageant un vote, Oui. potentiellement, qu'un nuage de mots, une course. Parce qu'un vote, bon, alors un vote encore, tu vas donner ton avis, mais je dirais plus un quiz. Un quiz, par exemple, c'est un peu plus indirect. Tu vas Mm. faire un quiz, bon, tu vas le faire, mais t'es moins en train de, t'es moins actif, si tu veux, dans ton action. Et d'ailleurs, tu vois que toute l'interactivité depuis qu'il y a post-Covid, sur toutes les plateformes de vidéo, et ils sont en train de, on va plus vers de l'interaction instantanée, si tu veux. Ouais. Et donc, c'est-à-dire instantané, c'est-à-dire je réagis instantanément sur ce que je vois, et on ne cherche pas trop à me mettre dans un module d'interaction qui va être long et qui va être complexe. Mm. Et je pense que la vidéo, elle a accéléré, si tu veux, la façon dont on va engager les gens. Parce que quand tu es on fait de l'événement présentiel, on en a fait des milliers, on continue à en faire, et on continue à en faire, et non hybride, et en présentiel, bon, bah, tu as beaucoup plus le temps de dire, bon, bah, maintenant, on va faire ça, vous allez participer, on va faire un brainstorming ensemble, C'est pas le les même gens rythme, pas sont du suffisamment tout. au courant. La seule différence que tu vas avoir sur un événement présentiel, et qui serait presque pareil en virtuel, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui vont prendre la parole. Donc, tu Mm. vas indirectement, avec de l'interactivité, donner la parole à tout le monde. Mais Bah, je pense qu'effectivement, un des premiers conseils, c'est de concevoir ces différents moments d'interactivité en justement se disant bah, quel est le niveau d'engagement que je leur demande pour créer des ruptures et justement bah, gérer cette courbe de l'attention qui va monter et descendre et pouvoir bah, impliquer beaucoup plus le participant, quoi. voilà, je rajouterais la gamification, qui est un outil quand même qui est très puissant. Mm. Proposer des mécaniques de jeu, comme ce qu'on vient d'évoquer sur la race, qui mettent en compétition un peu les participants, par exemple. Ça permet en fait de faciliter et de renforcer l'apprentissage et tout simplement la rétention d'informations. Oui. Donc l'ancrage. C'est un peu comme quand tu fais un tour de magie, si tu veux, et tu crées un ancrage émotionnel. J'ai Mm. vécu ça à ce moment-là. Bon, là, c'est pareil. Tu es en train de dérouler un contenu. Tu vas créer, si tu veux, un engagement sur ce contenu. Et là, tu vas créer une rétention d'apprentissage et une rétention et encore plus fort si tu arrives à créer de l'émotion Mm. autour du contenu, bah, c'est un climax émotionnel, c'est un ancrage.
L'information, elle est retenue 10 fois plus que si juste tu l'as déroulée. Tu l'as écouté déjà? Ouais, exactement. Non, mais c'est ça, c'est comment créer l'information sans perdre l'attention Mmh. de son audience. Donc, c'est tout un. Donc c'est une réflexion en fait qui est assez globale sur, Mm, l'expérience du participant et comment on va l'engager, à quel moment, avec quel outil. mm. Est-ce que c'est un vote? Est-ce que c'est un brainstorming? Est-ce que c'est une race? Est-ce que c'est, le chat aussi? Parce que ça en fait partie au final. Voilà, c'est le chat. Et c'est pour ça aussi que même le public virtuel, en fait, pour nous, c'est un outil d'engagement puisque, Mmh. si tu veux, à partir du moment, enfin, les émotions sont contagieuses. Quand tu es au théâtre et que même si tu n'as pas forcément aimé une pièce, tu vas quand même applaudir si tout le monde applaudit à côté de toi. C'est vrai. Même parfois, ça peut t'arriver de rire sur une vanne au théâtre alors que c'est pas, enfin, tu l'as pas forcément capté. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, tu vois. Ce que je veux dire par là, Ah, c'est c'était que là qu'il fallait rire. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, comme c'est contagieux, le mimétisme, c'est humain, c'est cognitif. Donc, tu vas voir les gens, émotionnellement, c'est contagieux. Tu vas les Mmh. voir, il y a une réaction, les gens applaudissent, d'où l'importance d'avoir du temps réel et peu de latence. Oui. Et en fait, si tu veux, tu vas avoir envie de participer aussi. Donc, et là, que ce soit présentiel, hybride ou virtuel, peu importe. Hein, enfin, si tu veux, le lien est le même. Après, je sais un des sujets qui revient pas mal sur l'événement hybride, c'est que tu as une espèce de stress qui se crée sur la techno. Ouais. Et j'imagine que cette partie public virtuelle doit aussi un petit peu Ouais. interroger, puisqu'il y a du Mhm. streaming, ça intègre de Mhm. la visio, ça intègre pas mal de technos qui sont enchevêtrés. Est-ce que du coup, toi, tu as des recommandations à faire justement pour lever un peu ces angoisses, se dire c'est quoi les points d'attention quand on est organisateur d'événements et qu'on va aller vers de l'hybride, du stream, enfin toute cette partie technique qui peut être un peu angoissante. Qu'est-ce que tu pourrais recommander de choses qu'il faudrait regarder plus spécifiquement? Alors, c'est des choses simples, mais qui fonctionnent chez nous. Déjà, on s'est rendu compte qu'avec l'évolution post-Covid, il y a comme une grosse accélération qui s'est faite auprès de toutes les grosses entreprises, les grandes Ouais. entreprises et les DSI, franchement, les directions des systèmes d'information. Mm. Donc, un sujet très simple déjà, mais important, c'est de communiquer en amont avec les DSI, puisque Oui. c'est un peu elles qui ont la main, même si tu travailles avec une agence d'événementiel et que c'est un client final, que ça passe par une agence ou que tu sois en direct avec le client, ça ne change strictement rien. Le problème est toujours le même. C'est que tu dois avoir une bonne communication, toi, en tant que fournisseur de technologie, et si tu veux, le client direct. Pourquoi? Parce que avec le streaming, tu peux avoir un port qui est fermé, un port qui est ouvert. Donc, il y a quand même aujourd'hui un contrôle de tout ça. Et plus tu vas communiquer en amont, plus tu vas tester ton produit, plus tu vas être à l'aise. Tout à fait. Et une grosse partie des problèmes techniques qu'on a pu avoir souvent étaient liés, en fait, si tu veux, à des problématiques de DSI et de choses qui étaient Mm. bloquées avec des firewalls et de la sécurité. Et c'est ce qui a fait même que à la dernière minute, certaines fonctionnalités, surtout quand tu touches à de la vidéo. Alors, quand tu es en présentiel et que tu fais l'interactivité, le problème est différent. Mais dès Oui. qu'on va toucher à de la vidéoconférence, à du streaming, là, on rentre dans des choses un peu plus complexes. Ah Donc, je bah dirais nous, ça, c'est la DSI, c'est effectivement, souvent on dit, c'est le nouveau meilleur ami des organisateurs d'événements. On a un peu de mal parfois à les impliquer. Mais c'est vrai que moi, la recommandation, c'est vraiment d'aller les voir, mais même en appel d'offres, idéalement, pour qu'ils puissent déjà avoir une vision de quel va être le projet et qu'il y ait des discussions et des réunions qui soient mises en place entre le prestataire, la techno et la DSI et la direction de la com pour justement mettre à plat tous les potentiels blocages qui peuvent exister. Et c'est vrai que une fois que c'est levé, déjà, ça aide un petit peu. Après, on sait que la DSI, ils font pas de l'événementiel, donc ils n'ont pas forcément la réactivité que nous, on peut avoir dans nos métiers. Donc, il faut bien anticiper. Mais je suis d'accord que oui, c'est un point hyper important pour justement lever ces doutes techniques, quoi. Après, je dirais aussi, c'est le choix de la solution. On a souvent vu et aperçu des problématiques parce que la solution n'était pas la bonne. D'accord. Par exemple, tu as des clients qui veulent faire un événement sur Zoom Event ou Teams. Ils sont 5000 personnes. L'outil techniquement fonctionne, Bien mais sûr. c'est pas conçu pour ça. Tu veux pas engager Mm. des participants. Et si tu veux, donc, le choix de l'outil et de la plateforme que tu utilises en fonctionnement est essentiel. J'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte quand je dis ça, mais on a souvent, si tu veux, pas forcément les bons choix de plateforme ou des clients qui veulent aller à l'économie et qui n'ont pas forcément, le résultat en fait n'est pas le même. Mm. C'est là où quand tu es dans un studio, que tu travailles avec une boîte de prod, que tu as des moyens un peu techniques, tu vas être beaucoup plus flexible avec une boîte de production, une agence d'event et puis par exemple Sparkup, Oui, qui vont si tu veux, accompagner un pour petit peu avoir plus. un élément un peu plus premium que si tu veux, tu vas mettre tes participants sur une plateforme comme Zoom Event et finalement, à la Mm. limite, tu vas être très limité, quoi. Je pense pas que tu enforces des portes ouvertes parce qu'il y a quand même ce sujet au niveau des plateformes événementielles de bien comprendre
qui fait quoi, qui intervient à quel niveau. Moi, j'ai encore pas mal de directions de la com. Quand je demande quelle plateforme ils utilisent, on en revient très très vite à Teams et Zoom, Mmh, alors que c'est effectivement des outils qui sont utiles. mmh. Après, quand on veut faire vraiment de l'événementiel, vraiment de la prod, de travailler sur de la réalisation, sur des enchaînements de séquences, bah, il faut aller vers du streaming et il faut aller vers des gens dont c'est le métier. Donc c'est vrai que bah, les plateformes événementielles, elles aident. Le prestataire technique qui est impliqué, il va changer la donne aussi. Donc il faut aller un peu plus loin parfois dans la connaissance de ce qu'on veut. C'est important de faire un bon cahier des charges sur ce qu'on aimerait et après d'aller trouver des plateformes et trouver le bon prestat, quoi. Nous, on aime bien dire qu'on développe ce qu'on a développé. Peut-être un jour, Zoom le développera. Mais on est là où Zoom n'est pas encore en termes d'UX, d'expérience. Parce que bon, ce sont des boîtes comme ce sont des grosses boîtes qui développent. Mais en tout cas, c'est des plateformes qui sont quand même assez fermées, avec des protocoles assez fermés. Mm. Et donc, on n'a pas. L'événementiel a quand même besoin de flexibilité, d'adaptation. Enfin, voilà, c'est pas quand tu fais une convention, un événement, tu as besoin de pouvoir. Bah, on veut du sur-mesure, Ouais, c'est sur on veut mesure. des trucs qui font rêver, on veut. Exactement, ouais. Et puis que ça soit le plus. Qu'on ait cette flexibilité, que Mm. cette adaptabilité. Et on peut pas. Enfin, sur des plateformes comme ça reste quand même assez rigide. Oui, il y a un cadre à respecter et qu'il ne faut pas trop sortir de ce cadre-là. Donc c'est vrai que d'aller vers des plateformes qui sont spécialisées en événementiel, c'est aussi ça, c'est de se permettre d'avoir un peu de personnalisation et de flexibilité derrière, quoi. Mm. Donc attention à la technique. Est-ce que tu as un dernier point sur la technique? Alors, je suis pas la personne la plus technique, mais on va dire que non, un dernier point sur la technique. Je dirais peut-être que quelque chose qui est important aussi, c'est, on s'en est rendu compte même sur les propres événements qu'on organisait nous-mêmes, Mhm. c'est toute la partie communication en amont. C'est-à-dire que on vit quand même dans un monde où tu reçois une invite dans ton agenda, tu te connectes à un webinaire en 2 secondes, Oui, mais dès que tu fais du corporate et de l'event, tu veux être sûr que tout le monde soit là. C'est pas du B2C. oui, Dans le monde du B2B, bien communiquer en amont, même demander aux gens d'être présents 15 minutes avant. Plein d'organisateurs d'événements ne souhaitent pas le faire. mm, Mais en soi, demander la possibilité aux gens de venir 10-15 minutes avant, bah, tu es là, surtout quand tu veux faire l'engagement. oui. Vous allez pouvoir activer votre caméra, il va se passer ça. Mettre les gens dans ton expérience pour se dire, OK, je suis pas dans une expérience où juste je vais allumer mon ordinateur et je vais aller faire autre chose. Sur un présentiel, tu n'as pas le choix, tu es assis dans la salle avec les Tout participants. à fait. Dès que tu es sur une expérience hybride, Bah, tu peux aller plus loin. Moi, je sais que c'est un des sujets qu'on évoque dans la formation, c'est de se dire tout l'avant-événement, il peut aussi être utilisé pour lever des freins techniques. C'est-à-dire, faut pas hésiter à mettre à disposition sur la plateforme, pourquoi pas un test, je teste et je clique pour voir si je perçois un streaming. Et donc, si oui, ça veut dire que déjà ça marche. Je peux tester peut-être mon réseau Wi-Fi, je peux tester, bah, on envoie une question en amont avec de l'interactivité avant l'événement. Et comme ça, si la personne bah, répond, ça veut dire que déjà, elle a testé l'outil d'interactivité. Et on peut comme ça, en fait, lever pas mal de freins pour éviter que tout le monde panique au dernier moment de se dire, ça y est, je me connecte, je comprends pas, je vois pas, j'entends pas, il y a un souci. C'est vrai que c'est bien d'anticiper un peu ces questions-là pour que l'expérience, au final, le jour J, soit la plus fluide possible et soit la plus agréable, quoi. ouais, C'est quand tout même à pas fait mal. aligné avec ça. Parce qu'il faut, voilà, aujourd'hui, on est dans du digital, sur l'hybride, il y a toute une partie en amont qui est intéressante. Il y a le jour J, il y a ce qui se passe. Mais voilà, toutes ces technologies qui arrivent, aujourd'hui, bien évidemment, les gens maîtrisent beaucoup mieux les plateformes événementielles qu'il y a 2 ans. Et puis, ça continue à pousser quand même. Il y a aussi cette partie techno qui continue à se développer. Du coup, toi, par rapport à ton positionnement, c'est quoi les technos sur lesquels voilà, tu t'intéresses, tu regardes un peu comment ça évolue pour te dire bah, c'est vers quoi on peut continuer à évoluer dans l'événementiel aujourd'hui. Disons qu'on a eu un gros sujet là depuis 1 an et demi sur les plateformes, métaverses, tout ça. Donc Mhm. il y a eu ce gros sujet qui a un petit peu. Donc je trouve ça très intéressant. Nous, c'est vrai je pense que on est un petit peu en avance de phase sur ces plateformes full virtuelles. On n'est pas tous équipés de casques et tout. Il y a un marché, hein, les avatars, ça marche bien, ça se lance, mais je pense qu'on est quand même, là, on est dans du full virtuel, monde virtuel. Mm. Nous, aujourd'hui, on est un petit peu avant. On a fait un événement qui s'appelle Immersive là, en fin d'année 2022, Oui. où on a fait un partenariat avec plusieurs boîtes, donc PRG, Multicam, Dreamcord, vraiment des pros du broadcast qui Mhm. travaillent sur des formats. Bon, PRG, c'est une grosse boîte Bien sûr. c'est la plus grosse boîte au monde de concerts et de live.
Et eux, il y a cette technologie qui s'appelle la XR et AR. Donc XR en anglais, Extended Reality, qui veut dire réalité étendue, et AR, réalité augmentée, Tout Augmented à fait. Reality, qui travaille sur un logiciel qui est assez connu qui s'appelle Unreal, Mhm. dont on commence de plus en plus à entendre parler. Et donc, on a fait un peu ce pari avec ces gros acteurs de se dire, et si on faisait un événement, un peu l'événement de demain, euh, un peu, on se projetait un peu dans le futur. Et c'est-à-dire, donc on a fait cet événement où on a intégré nos technologies de public virtuel et d'interactivité dans un décor 3D, D'accord. dans plusieurs décors 3D. Ce qui est un gros boulot, parce que finalement, donc je me connecte avec ma caméra et d'un coup, mon visage va apparaître dans un décor 3D, mais les milliers d'autres visages vont apparaître dans ce décor 3D. Mm. Et comment ces technologies de la 3D, finalement, parce qu'on va se retrouver demain dans un. Donc, ce que j'aime bien déjà sur ces plateaux et ces technologies XR, c'est que on n'est pas dans du full virtuel, dans un monde virtuel, on est encore dans un monde réel. On peut être Oui, des il y a un vrais. mélange des deux, Il y a un mélange des deux. On peut être des vrais speakers, hein, des vrais gens, des vrais gens, voilà, sur un plateau. mais Et dans un décor qui mais peut dans un faire décor rêver qui peut parce faire que. rêver, qui peut changer, et on peut se déplacer dans ce décor. Alors, c'est vrai que c'est encore des coûts qui sont assez élevés aujourd'hui, mais il y a toute la partie XR qui est en train d'arriver sur des fonds verts. Donc, des studios Oui, fonds verts, il y en a plein, et ça devient de plus en plus accessible. On a travaillé avec des studios qui sont Vitry, qui sont de plus en plus des studios qui proposent sur cette technologie-là. Donc, il y a de plus en oui. plus de petits studios. Et, euh, et finalement, ça a un petit peu démocratisé le post-Covid, a un peu commencé à démocratiser ces technos un Mhm. peu avant-gardistes et très, 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 très chers pour pouvoir se dire, tiens, je vais faire une belle convention là, peut-être je vais avoir 300 personnes en présentiel et je vais en avoir 5000 en distanciel, Mm. et je vais leur offrir à distance un show, un live avec des décors incroyables et pas forcément juste un fond classique ou un décor classique comme j'ai pu faire beaucoup d'événements, enfin on a pu Oui. faire beaucoup d'événements comme ça, et on va leur offrir vraiment quelque chose, on va les mettre en valeur, et en plus on va mettre en valeur, si tu veux, le reste des gens. Alors sur le coup, quand on est dans une ambiance comme ça, très XR, très AR, on voit pas grand-chose quand on est en présentiel. Oui. Quand c'est sur VR, donc t'as un peu l'impression. Donc ça marche bien pour moi pour des événements plus internationaux, je dirais. Oui. Et qui peuvent être vus en Après, les distanciel. possibilités sont assez extraordinaires. C'est-à-dire, on peut téléporter des gens sur des fonds verts, on peut avoir du public complètement à 360 degrés autour de soi. Mhm. Donc, c'est assez bluffant, les possibilités qu'on peut avoir. Plus le plateau est grand, plus les décors sont incroyables. Euh, donc, nous, on s'intéresse vraiment à ça. En plus, on a vraiment la 5G qui est en train d'arriver, enfin, qui est là. Donc, aujourd'hui, finalement, je prends mon smartphone, je me connecte à un live de ma boîte, j'ai Mm. mon casque, je peux interagir, je suis dans le métro, j'y suis. Bon, je dis pas que le métro c'est le meilleur endroit pour assister à... mais, Pour la mais, 5G, mais mais on a de ça la marche quand même. on a de la connectivité, ces Oui. technos sont en train de se démocratiser, Unreal, la 3D, c'est passé au cinéma, c'est partout. Mm. Et on a ces studios qui commencent à exister de plus en plus. Amazon vient de lancer un des plus gros studios XR de la planète là, aux États-Unis. On a le gouvernement anglais qui a un projet à Londres de studio XR colossal. Donc, et toutes ces technologies elles sont en train d'arriver pour le cinéma, pour la pub. Elles étaient déjà là pour ça. Oui. Mais maintenant, elles s'ouvrent Bah, ça va se au monde de la démocratiser au fur et à communication, mesure au pour monde de qu'on la puisse, com et au monde nous, du dans corporate l'event. event. Exactement. Donc, potentiellement, je veux faire un super gros lancement de produit ou un gros show demain, et j'ai envie d'avoir quelque chose d'un petit peu futuriste ou pas forcément. Je vais avoir un décor photoréaliste, je vais pouvoir le faire, quoi. Bah, là où c'est intéressant, c'est que ça commence à dépasser juste le cadre de l'événement. C'est-à-dire que pouvoir monter un projet dans un studio comme ça fait des images assez incroyables qu'on va pouvoir réutiliser en com, en pub, en market. Et en même temps, coupler ça avec une expérience physique, avec des invités qui vont venir participer, qui vont être là, qu'on va recevoir après le lancement de produit de manière un petit peu exclusive. On arrive comme ça à coupler en fait un momentum qui va être repris derrière sur de la com, du market, de l'événementiel. Donc voilà, ça apporte quand même une plus-value dans ce qu'on peut créer aujourd'hui. Et je trouve que le couplet avec ce que vous proposez, c'est-à-dire ce public virtuel, bah, ça rapporte de l'humain en fait. On n'est plus que dans le show, dans le grandiose. On a aussi ce côté humain où voilà, il y a des gens qui sont là et on peut interagir avec eux. Donc c'est Mm, assez cool. tout à fait. Donc XR et AR aussi pour Ouais, voilà, l'entre-deux. réalité étendue et réalité augmentée. Alors, les deux technologies se combinent, hein. La Mm. différence, c'est que tu as tout le décor qui est en réalité en XR, en réalité étendue. Et l'AR, en fait, c'est des petits widgets qui viennent se rajouter dans ce décor-là et qui viennent te rajouter de l'élément dans ce décor. Mm. Et il y a un peu de doux. Voilà, donc, c'est vraiment un monde passionnant. Donc, nous, voilà, on pense déjà que le next step, il est là. Après, on pourrait intégrer nos technologies dans des mondes un peu plus virtuels en Ouais. soi. Donc, Du voilà, métaverse. on est en train de commencer à discuter avec des plateformes plus Mhm. métaverses.
Je suis un avatar, je m'assois dans une salle de conférence et je vois mon visage. Notre public virtuel aussi, puisque je suis dans un monde réel, virtuel, plutôt que de mettre ma vidéo, bah, en fait, on a MetaHuman qui est en train d'arriver côté Unreal. Donc, j'active ma caméra et en fait, c'est mon avatar qui va être dans mon public virtuel plutôt que d'avoir ma vidéo. Euh, on est en train d'y penser, les technos ne sont pas encore non plus très à jour. Après, on a beaucoup d'intelligence dans cette mosaïque. C'est-à-dire, je me lève, je m'en vais, ben, d'un coup, on me retire de la mosaïque, je suis pas face à ma caméra, j'ai un moteur d'intelligence artificielle qui va me remettre. Il y a toute cette intelligence de modération aussi du public, Oui. puisque c'est pas seulement j'affiche mon public, mais comment je vais modérer, comment je vais travailler avec tout ça. Non, je pense que les technos font que ça se développe et plus ça va et plus on va voilà, aller vers des choses un peu étonnantes. Moi, je trouve qu'il faut pas se mettre de barrières. Faut tenter des choses, essayer de se lancer. Moi, je trouve ça toujours hyper inspirant de se dire, OK, bah, qu'est-ce qu'on peut imaginer d'un peu fou. Ça me fait penser, voilà, quand tu as des réunions de brainstorming, tu en as toujours qui ont des idées un peu dingues et tu as toujours le terre à terre qui fait dire, ah non, mais ça marche pas, c'est pas possible, on n'a pas le budget. Moi, je pense qu'il faut justement casser un peu ses habitudes, aller plus loin, tenter des choses. C'est toi ce que tu fais régulièrement dans ton métier. Mais moi, je trouve que c'est ça aussi qui fait la magie un peu de notre métier et de l'événementiel, c'est justement d'aller un peu plus loin. Moi, je sais que j'ai eu la chance de bosser avec des équipes créatives assez folles, hein, clairement. Je dormais pas bien la nuit parfois, mais voilà, franchement, ça valait le coup d'aller un peu plus loin, de proposer des choses un peu étonnantes. Faut pas hésiter à aller beaucoup plus loin et à dépasser les limites. Et la techno aujourd'hui nous permet aussi d'avoir beaucoup de créativité et d'ouvrir pas mal de portes. Qu'est-ce que tu aurais comme souvenir un peu fou à nous partager, toi? Alors, c'est vrai que ce que tu dis, ça fait penser que l'événementiel, il y a cette magie de se retrouver. Enfin, tu sais jamais quel est le prochain projet. Exactement. C'est que un jour, tu peux travailler pour la FIFA, le lendemain, tu vas te retrouver à travailler pour un lancement automobile. Donc, il y a quand même, et c'est des verticales et des industries différentes. Je dirais qu'il y en a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup, même quand j'étais artiste. Côté plutôt créativité, voilà, premier OP avec 800 iPads, on est en 2012. On se retrouve entre 2 à 380 pour la convention des top managers 500 d'Airbus. Mm. Et on se retrouve à créer de l'interactivité sur un écran. On a 2 à 380 en construction à droite et à gauche. Et on doit, justement, on n'a pas l'Internet, on doit tirer une fibre Internet avec un hangar qui fait 80 mètres de haut. Et on se retrouve là avec 800 tablettes, 500 top managers qui arrivent, enfin 800, et pour pouvoir interagir. Donc ce genre d'événement, si tu veux, on te valide la commande le 15 décembre et tu fais l'événement le 10 janvier. Et bon, bah, On est le large. jour de Noël, le jour de Noël, tu bosses, quoi. Tu développes ton soft, parce qu'en plus, on te demande pas mal de choses. Non, ce genre de choses, oui, c'est des choses dont tu te rappelles. Forcément, après, des événements peut-être un peu moins dans la tech, mais j'avais travaillé avec une agence d'événementiel automobile. On avait monté pour créer un hologramme et un mapping assez géant pour Mhm. Michelin et pour Peugeot. On avait créé sur le circuit d'Escari une tente. Tu crées une structure sur un circuit automobile, tu es en Espagne et tu viens, tu structures tout ton événement et 3 jours après, tu vas jouer ton live. Donc c'est vrai que c'est des choses dont on se rappelle puisqu'on voit vraiment l'événement se bâtir de A jusqu'à Z. La technologie aujourd'hui, enfin ça c'était il y a 10 ans, aujourd'hui on se rend compte que c'est beaucoup plus, on est dans le cloud. Donc aujourd'hui, mais je te dirais qu'en 2022, les événements les plus bluffants, c'est bah là on vient de faire un événement au Mexique pour Telmex, qui est une grosse banque, Ouais. gros opérateur, c'est un peu l'équivalent d'Orange au Mexique. Ils situaient 50 000 personnes, 15 000 en présentiel dans la plus grosse salle de conférence du Mexique et 40 000 en virtuel. Et là, il faut, nos problématiques aujourd'hui, c'est comment Mm. je m'assure que les 30 000 personnes, quand ils vont voter et interagir en même temps, bah, mes serveurs, ils vont tenir et tout va bien se passer. Voilà, les problématiques sont plus les mêmes. À l'époque, c'est waouh, j'étais bluffé de créer une structure sur un circuit. Mm. Et aujourd'hui, c'est en fait, là, j'ai 50 000 personnes, j'ai des serveurs là, j'ai 30% des gens qui se connaissent de Singapour, 40% de Mexico. Et là, il faut que tout tienne. Et donc, c'est d'autres problématiques. Mais c'est plus invisible, c'est dans le cloud. Et c'est plus mon CTO, notre directeur technique qui transpire. Moi, mais je transpire quand même un petit peu aussi. Bah Mais oui, les challenges sont normal. différents. Les challenges sont différents aujourd'hui et on est plus sur de la montée en charge, ce qu'on appelle Mm. technologiquement. Et puisque c'est ça aussi la magie de l'événementiel, c'est le temps réel, c'est le live. Oui. Bah, et nous, on fait la technologie RTE, hein, c'est du temps réel. Et le temps réel, c'est pas juste je vais sur un site web et je me connecte. C'est OK. À un moment, il y a vraiment des personnes qui vont activer leur caméra, participer, interagir. Et puis, c'est des requêtes qui sont envoyées d'un coup et tu as une grosse saturation. Et là, il faut que ta plateforme elle puisse Mm. encaisser tout ça, délivrer le message.
et faire en sorte qu'il soit. Donc, et puis 2 heures après, c'est fini. Donc, C'est ça. donc, C'est ça la magie de l'événementiel. voilà, c'est ça. C'est effectivement créer l'instant, créer le moment, Ouais, tu crées un s'assurer que tout marche. Et effectivement, bon, bah, du coup, c'est très éphémère, mais ça a un côté quelque part magique. Tu vois, on retombe sur nos pieds du début de notre discussion. Tout ça est un peu magique et c'est pour ça qu'on fait aussi un peu ce métier. On arrive à la fin de notre échange, Vincent. Et oui, j'aurais une dernière question. Du coup, quelle serait la question que tu aurais aimé que je te pose et à laquelle tu aurais aimé répondre du coup? J'ai 2 façons de répondre à cette question. Alors vas-y. La première, j'aurais bien aimé que tu me demandes si je t'en voulais toujours. Pour notre premier EP en 2008, nous étions en tournée, tu étais directrice de production et moi j'étais magicien et toi, l'équipe technique m'avait oublié dans ma salle de préparation de magie. C'était pas de notre faute. C'était un problème de communication. Donc, tu ne nous avais pas dit que tu étais là. Je ne t'en veux pas pour ça, mais je te dirais que qu'est-ce que j'aurais aimé comme question que tu me poses peut-être à quand une interview de Agathe de Comity qui nous raconte son parcours parce que tu as quand même pas mal de choses à nous raconter aussi. C'est possible. Écoute, allez, challenge accepté. Je vais réfléchir à ça, à faire un épisode où je me raconte. Parce qu'effectivement, j'ai aussi quelques anecdotes un peu sympas de 15 ans de direction de production à partager. J'essaye de partager des bonnes pratiques aujourd'hui sur ce qui est faisable pour aider les organisateurs d'événements. Mais je veux bien, une fois, me replonger dans tout ce que j'ai fait par le passé. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous allez désormais penser engagement participant dans chacun de vos projets, donc virtuel, hybride ou présentiel. On pense expérience et engagement des participants. Donc, qu'est-ce qu'on imagine pour eux et comment ils vont le vivre? En tout cas, merci beaucoup, Vincent. Merci Agathe, merci pour l'accueil. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite dans un prochain épisode de Live Stories. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt.